maison et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 2 février. Voilà, déjà. Ah mon Dieu, le printemps arrive-tu? Non, pas tout de suite. Et je n'ai pas avec moi cette semaine Stéphane en studio. Il n'est pas là, je me débrouille comme une grande. Il va peut-être en prendre une habitude que je me débrouille comme une grande. Pour commencer ce bulletin de nouvelles, cette semaine, on s'en va du côté de Sogetel, donc siège social à Nicolet. Je suis allée dans les bureaux pour rencontrer le directeur général, Jean-Philippe Saya, qui nous parle des télécommunautaires d'ailleurs, donc qui parle de votre télécommunautaire. Allons voir ce reportage à l'instant. Je me trouve présentement dans le hall d'entrée du siège social de Sogetel où je m'apprête à aller rencontrer son directeur, Jean-Philippe Saya. Première question, je voulais vous demander la part de Sogetel, dans le fond, dans le milieu communautaire, parce que vous avez une chaîne, en fait, vous êtes distributeur, c'est bien ça? En fait, nous, on est une compagnie, on est distributeur de télévision. Il y a un terme là, plus spécifique donné par le CRTC, là, dont j'oublie, mais c'est en anglais, c'est EDS ou quelque chose du genre, là, il y a un acronyme. Donc, on est l'entreprise qui offre le service, mais les émissions, les chaînes appartiennent à des diffuseurs. Et nous, pour pouvoir les distribuer, on paie des redevances à ces chaînes-là, pour la plupart, mais certaines sont gratuites, comme les grandes chaînes publiques, comme Radio-Canada, ou même TVA, TVA, qui n'est pas publique, qui est une chaîne privée, mais dont la diffusion est gratuite. On a des règles à respecter, on a des obligations, et une d'entre elles est de soit investir dans de la production locale. Et si on ne peut pas le faire par soi-même, bien, on doit remettre un certain pourcentage, c'est jusqu'à 5 % des revenus bruts de la télévision. Donc, c'est pas après toutes nos dépenses, c'est nos revenus bruts. On doit remettre jusqu'à 5 % au Fonds des médias, qui, eux, le distribuent pour de la production locale. Le Fonds des médias étant chapeauté par le CRTC. Donc, c'est pour de la production locale à grandeur du Canada. Et eux redistribuent cet argent-là en fonction des projets qu'ils reçoivent ou des demandes qu'ils reçoivent. Ce qui fait qu'on peut financer des télévisions communautaires un peu partout à travers le Québec, que ce soit Sogetel ou autre? Bien, tous les distributeurs de télévision doivent le faire. Sauf que si on le fait par soi-même, bien, toute la portion que l'on fait par soi-même, elle peut être exclue de ce qu'on doit donner au Fonds des médias. Donc, les grands distributeurs ont leur propre chaîne communautaire, font leur propre contenu. Donc, mais local, parce qu'il y a du contenu national, comme les chaînes de télé ou TVA, Radio-Canada, qui font leur propre production, mais ça, c'est national, mais le Fonds des médias, c'est uniquement pour la production locale. Donc, évidemment, si nous, on utilise cet argent-là pour de la production ici, mais on n'a pas à la remettre au Fonds des médias. Mais ça faisait quand même plusieurs années que M. Biron, qui est décédé maintenant, mais qui était l'actionnaire principal de Sogetel, proposait toujours d'avoir une télévision communautaire. Lui, dans sa vision, c'était une façon de se démarquer, offrir autre chose que la concurrence ne pouvait pas offrir. Et puis, puis surtout, rencontrer un besoin qu'avait notre clientèle, qui est une clientèle locale. Mais bon, ce projet-là était toujours un peu tassé, à défaut de temps, d'énergie ou d'argent. Donc, mais c'est pour ça que, lors justement d'un tournoi de hockey, où M. Lévesque était le photographe officiel, celui-ci est venu me voir après la photo, et puis il m'a proposé un projet de télévision communautaire. Et c'est là que je me suis mis, en réfléchissant, je me suis dit qu'on pouvait
essayé de prendre l'argent qu'on devait au Fonds des médias pour le secteur de Nicolet-Bécancour et tenter de le remettre directement à l'équipe de M. Lévesque pour faire une télévision communautaire. Le projet de Télécœur nous a permis de s'apercevoir que, dans le fond, on pouvait, en plus des redevances qu'on leur offrait, on pouvait bonifier ce qu'on leur donnait pour aller jusqu'au montant imposé par le Fonds des médias. Donc, ça, c'était un des rebonds ou effets secondaires de la télévision ici de Télécœur. Ensuite, M. Lévesque, voyant qu'on avait des secteurs pour lesquels on n'avait pas de télévision locale, mais il a sauté sur l'occasion et il a commencé à mettre en place des télévisions locales pour ces secteurs-là. Puis, ce qu'il y a de particulier avec Sogetel, c'est en fait, la télé communautaire bénéficie du poste au complet, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour toutes les autres télévisions qui sont avec un autre câblo-distributeur. Et nécessairement ici, nous, comme on est au début, le poste, je pense que c'est le numéro 2. Exact. Le numéro 2 est exclusivement pour Télécœur. Et puis, même que nous, la façon dont on a programmé les décodeurs, c'est lorsqu'il y a une coupure de courant et qu'on réallume le décodeur, celui-ci il se met automatiquement à ce poste-là. Donc, c'est le poste qu'on pousse en premier. C'est notre poste à nous, en bout de ligne. À mettre ça en place, bien, il y a eu plusieurs défis administratifs et surtout réglementaires qui sont apparus, qu'il a fallu surmonter. Et pour mon équipe juridique ici, bien, c'était loin d'être la priorité. Puis, donc, il a fallu jouer du coude un peu, puis imposer la vision pour y en arriver, puis je crois que ça en valait la peine. D'avoir une télévision locale à notre nom, c'est un élément différenciateur face à la concurrence. C'est un produit que nos abonnés apprécient, donc souvent ils vont y penser à 2 fois avant de changer de fournisseur. Donc, d'avoir une équipe comme celle de Télécœur, chapeautée par M. Lévesque et tous ceux qui y travaillent, que je ne connais pas, d'avoir des gens qui sont passionnés, qui ont l'énergie, le temps de le faire, c'est très important et c'est très apprécié. En décembre dernier, la ville de Nicolet déposait son budget. On en discute avec la mairesse Geneviève Dubois. Nicolet présentait en conférence de presse son budget 2026. On en parle avec la mairesse Geneviève Dubois. Qu'est-ce qu'on retient des dépenses de l'an dernier? En fait, je pense qu'on s'inscrit un peu dans la continuité, dans le sens où, on est vraiment dans une croissance aussi, juste par rapport à la masse salariale, c'est 1 %. Donc, je pense que c'est moins que ce que la ville vit comme croissance de richesse foncière. Donc, c'est vraiment un budget qui est responsable, mais en même temps qui est innovant, parce qu'on a quand même quelques éléments qui sont nouveaux cette année. Donc, c'est un budget dont on est très fiers et qu'on a travaillé avec quand même 3 nouveaux conseillères municipales, là. Donc, c'est un exercice agréable. Le taux est de 2,5, mais dépendamment de la valeur de la maison aussi, ça peut être plus. Ça peut être plus que 2,5 parce que là, ça dépend de la valeur de la maison. Ça dépend aussi parce que les gens oublient qu'on a eu un dépôt de rôle l'année passée. Les prochaines années, la valeur de la maison ne change pas, à moins qu'on ait ajouté parfois un garage ou tout ça. Donc là, ça peut venir impacter le taux de taxation. En fait, c'est 1 sou sur chaque 100 $ d'évaluation, et ça, c'est pour tous, donc qu'on soit autant dans le résidentiel, le commercial, l'industriel, le taux agricole aussi. Et ce sou-là, ça représente à peu près 135 000 $ annuellement, et il va être dédié vraiment aux infrastructures, que ce soit eau ou égout.
Et ça peut servir si on a des travaux d'urgence. Ça peut servir aussi pour la portion de la ville qu'elle doit ajouter quand on reçoit une aide financière ou carrément faire des travaux où on n'aurait pas réussi à obtenir une aide financière. Mais c'est surtout une façon de prendre action puis de dire aux gens à quel point on va aussi s'occuper de ce qui est déjà là, mais pas juste ce qui se développe. Et je pense que ce qu'on a vu beaucoup dans les dernières années, c'est tout ce qui s'est développé à la ville, mais c'est important de prendre soin de ce qu'on a aussi déjà existant comme infrastructure et c'est à ça que ça va servir le fonds. Donc, 40 millions sur 3 ans, 10 points quelques millions cette année. Beaucoup d'études, quand on a des grands projets qui s'en viennent, beaucoup de chantiers pour 2027. Donc, on prépare la station d'interception. On le sait, dans la route du port, qui va servir, qui est un équipement essentiel au développement de la ville. Réfection de la station de pompage au quai. On sait qu'on a le bâtiment de la SAC aussi qu'il faut refaire, la passerelle du 12 novembre, le parc multisport Thérèse Boisvert-Allard. Donc, il y a beaucoup de préparation. Stabilisation des berges aussi dans le bas de la rivière. Une partie du rang des 60, la partie urbanisée. Donc, des projets dont on parle souvent, mais là, les études sont faites et les projets vont avoir lieu, ou les études vont se faire et les projets vont avoir lieu par la suite, là. On n'est pas encore à pleine capacité. On a encore de l'espace pour du développement, il n'y a pas de souci. On sait aussi que la rivière Nicolette ne manquera jamais d'eau. C'est vraiment une question d'une capacité de la traiter, cette eau-là. C'est une capacité de notre usine. Donc là, on retravaille notre demande de financement, d'aide financière pour maximiser les réservoirs qu'on a déjà. On en a déjà à la ville, évidemment. Puis au lieu de peut-être seulement miser sur l'ajout ou un seul grand réservoir. Donc, on revoit un peu la stratégie, mais c'est sûr que ça fait partie. On a encore des études et de la rédaction de demandes à faire, mais ça reste dans les cartons et il faudra faire le réservoir, là. En fait, on n'a pas de lieu dédié à l'hébergement d'urgence. On l'a déjà fait ici à l'Hôtel de Ville. On l'a fait aussi dans un autre bâtiment qui appartenait à un privé, mais qui est maintenant dédié à du logement. Alors, puis on avait visé d'autres lieux, là, comme le Centre des arts, l'école secondaire, mais ces lieux-là n'ont pas de génératrice. Et on a vu là, que récemment, on a quand même plusieurs pannes. En plus, le double enjeu qu'on a à l'Arena, c'est qu'on a vraiment eu peur de perdre la glace à quelques jours d'un tournoi important chez nous. Donc, on a choisi d'installer une génératrice à l'Arena, pour s'assurer qu'on maintient le tout en état, mais aussi qu'on puisse offrir un lieu d'hébergement aux gens si jamais on avait, il y a quand même des douches, il y a une cuisine, il y a de l'espace qui peut être transformé. Donc, on trouvait que c'était un lieu vraiment intéressant là, comme hébergement d'urgence. Des travaux principalement d'infrastructure. La maison, c'est vraiment des travaux sur la maison. Il y a du travail à faire, puis comme c'est une maison qui est patrimoniale, qui est classée, c'est sûr que les coûts sont importants. La structure aussi va être à refaire. Il faut que ça soit refait aussi avec les méthodes de l'époque. Donc, c'est 100 000 $ là, qui est prévu pour la Maison du Quai. On est dans le thème Geneviève Dubois cette semaine car on rencontre cette fois-ci la préfète, donc même personne, hein? Mais on parle de son rôle de préfète dans ce reportage avec elle. J'avais fait la même chose dans un bulletin précédent avec le préfet Mario Lyonnais du côté de la MRC de Bécancour. Maintenant, nous voici du côté de la MRC de Nicolet-Yamaska. Je me trouve en compagnie de Geneviève Dubois, préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien de mandats que tu as? En fait, c'était ma 5e élection, donc je suis là depuis 2017. Donc, ça fait quand même 8 ans, 8-9 ans que je suis préfète. Qu'est-ce que ça te fait d'être encore à ce poste? Bien, c'est une belle marque de confiance des élus. Puis, tu sais, être préfète, c'est aussi être choisi parmi d'autres gens qui occupent aussi cette fonction-là dans leur municipalité. Fait qu'ils savent bien ce que ça représente, donc c'est sûr que c'est touchant, puis ça me fait plaisir de le faire. Puis cette année, j'ai quand même averti les gens que j'allais être là pour faire la transition. On va avoir un départ à la retraite de notre direction générale en 2026. Donc, je vais assurer la transition 2027, mais je ne ferai pas 4 ans là, à la préfecture. C'est ça, parce que cette année, on avait une option, là, c'est nouveau comme loi. Bien, on appelle ça une loi? Oui, c'est nouveau. Avant, c'était aux 2 ans.
Puis là, maintenant, on peut le faire aux 4 ans. En même temps, je suis contente de le faire 2 ans parce que ça va permettre aux nouveaux maires, mairesses, tu sais, qui sont peut-être pas familiarisés puis qui n'auraient pas eu envie d'être préfets tout de suite au début, bien, de pouvoir peut-être proposer leur candidature en 2027. Fait que je pense que c'est une bonne chose. Parce que justement, c'est quoi la différence entre être mairesse et préfète? Bien, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence dans ce qu'on fait. Tu sais, on travaille en collaboration avec l'administration, on fait des représentations politiques, on est la voix aussi du Conseil des maires. La différence, c'est que dans un conseil, il y a 6 conseillers. Là, je siège avec 15 autres maires mairesses, donc il y a plus de monde. Puis, tu sais, je pense qu'il faut avoir aussi la capacité de rallier les gens autour de dossiers. On en a des dossiers où on n'est pas nécessairement tous d'accord, fait qu'il faut en discuter, il faut être capable d'argumenter, puis il faut aussi que chacun exerce son rôle d'influence pour arriver à une décision commune. Donc, il y a beaucoup ça aussi à travers le travail de préfet, préfète. Puis bien sûr, de faire les représentations nécessaires pour la MRC. On a des enjeux des fois avec des programmes ou avec, tu sais, qui sont plus adaptés ou qui ont subi certaines coupures. Donc, il faut être capable aussi d'avoir des contacts au gouvernement pour pouvoir faire des représentations. Fait que c'est quand même un travail assez prenant, mais vraiment agréable. J'imagine qu'on continue de travailler sur les enjeux qui Oui. étaient déjà en cours, mais Oui. qu'il y en aura d'autres. C'est quoi environ pour les prochaines années, là, sur quoi on se penche? Bien là, toutes les MRC sont en train de refaire leur schéma d'aménagement. C'est le cas aussi pour la MRC. On a adopté notre vision récemment, après des consultations aussi avec les citoyens. Donc, le travail avance bien. C'est un travail, c'est le cœur d'une mission de MRC, ça, l'aménagement du territoire. Il faut que ce qu'on fasse représente bien les 16 municipalités de la MRC. Il faut qu'on soit capable aussi de positionner là où il y aura de l'industrie plus lourde, là où il y aura des commerces de proximité. Donc, ça va être beaucoup, beaucoup de jazz autour de ça. Donc, ça, on est là-dessus. On continue à travailler aussi tous nos projets qu'on avait dans les projets signatures, des beaux projets en termes d'agro-tourisme, en termes aussi d'environnement. Tu sais, je pense entre autres à notre projet de bandes riveraines. On a signé des baux avec des agriculteurs pour élargir les bandes riveraines, pour s'assurer qu'on a une meilleure qualité de l'eau. Et ça, on continue ça. Donc, il y aura beaucoup de projets en continuité. On veut continuer à développer notre transport collectif. C'est très populaire ici, mais là, on a des enjeux aussi de financement. On est en discussion aussi. Vous savez que le gouvernement nous a permis maintenant de pouvoir utiliser le pouvoir de taxation sur les immatriculations. Il y a quand même des enjeux à ça. Il y a des coûts importants pour entrer dans le système de la SAC. Donc, on est beaucoup dans ces discussions-là de comment on va financer le transport collectif. Quelle est la meilleure façon, pour le meilleur coût pour les citoyens. Donc ça sera aussi un gros dossier à surveiller. On attend les cartes. Pour les zones inondables, ça touche plusieurs municipalités à la MRC, dont la ville de Nicolette, mais d'autres aussi. Comment nos citoyens vont être impactés? Le cadre normatif va être en application le 1er mars prochain. On n'a pas vu les cartes. Donc ça, c'est un drôle de dossier qui risque d'aboutir ici. Pour lequel on n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc, on ne chômera pas dans les prochaines années. Et j'aimerais parler à Geneviève Lumine. Bien, on parle déjà à Geneviève Lumine, on s'entend. Mais qu'est-ce qui te passionne dans ce métier-là? Le contact humain. Le contact humain, je le dis souvent, le contact humain, c'est ce qui est le plus nourrissant dans ce qu'on fait, mais c'est aussi ce qui est le plus exigeant. Puis moi, j'aime être capable de contribuer à quelque chose de plus grand que moi, d'avoir le privilège de développer une communauté. Je pense que c'est ça qui nous donne envie de le faire à chaque jour, qui me donne envie de le faire à chaque jour. Donc, de travailler avec des collègues, de se challenger, de s'inspirer des meilleures pratiques, d'être capable de le faire. Puis le palier municipal, c'est le palier le plus rapide, même si c'est pas toujours vite, là. Mais, tu sais, on peut réfléchir un projet, on peut le tester un petit peu, puis on peut rapidement le mettre en application sans avoir à passer par, tu sais, le gouvernement, tout ça. Fait que moi, je trouve que le palier municipal, c'est celui qui est le plus transformateur. Bien, merci. Lynn Richard nous a préparé un beau reportage sur l'heure du compte dans le cadre de la vie à Bécancour. Allons voir ça à l'instant. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière l'heure du compte. 17 bibliothèques de la MRC de Bécancour bénéficient de ce service. Mon invitée aujourd'hui est Mme Estelle Poignant, régisseur en agriculture ici dans la ville de Bécancour.
Oui, comment ça se passe? En fait, c'est un concept que je qualifierais d'indispensable pour toutes les bibliothèques publiques au Québec et même à l'étranger. C'est pour nous une première approche, un premier contact qu'on fait avec les enfants, avec les familles. Et c'est sûr qu'au cœur de l'aventure, c'est de développer le goût, j'ai même envie de dire l'amour des livres, et de créer ce premier contact avec la bibliothèque et de s'assurer que ça reste ancré tout au long du parcours de l'enfant et puis idéalement aussi en étant jeune adulte. Alors les objectifs de base, c'est de développer la littératie en fait. Donc on parle de l'imaginaire, de découvrir des histoires et ça a un impact aussi sur le développement langagier. Donc ça touche à plusieurs sphères. Et en plus, c'est une activité qui est familiale. C'est très important que papa ou maman soient là et qui vivent ce plaisir, qui développent ensemble ce plaisir de la lecture qui peut être amené après. On vient à la bibliothèque, on assiste à une heure du conte, on est avec d'autres amis aussi. Donc, on parle de développement social, des prémices de développement social et de repartir avec des livres à la maison et de reproduire ce modèle-là aussi à la maison. Donc, ça paraît pas. On a l'impression que c'est une simple activité ludique, on a du plaisir à la bibliothèque, mais c'est beaucoup plus porteur que ça. Et ça permet en fait aux enfants, c'est ce qu'on souhaite, d'essayer qu'il y ait le moins d'inégalités quand ils arrivent à la maternelle et qu'ils aient des compétences, que ce soit langagières, que ce soit sociales, qui sont déjà acquises et qui vont leur permettre de bien débuter leurs années d'enseignement. Absolument. Puis comment ça se passe pour un parent qui aurait de l'intérêt, en fait, pour assister à l'heure du conte? C'est très simple. En fait, d'abord, c'est gratuit. Donc, il n'y a absolument aucun coût. Ce qu'on demande, parce qu'on veut s'assurer que ce soit une expérience optimale, donc on a statué qu'à 12 enfants, bien au-delà de ça, ça n'était plus optimal parce qu'il y a une lecture qui dure à peu près une trentaine de minutes. Et sur le thème de la lecture est rattachée une activité qui peut être motrice, qui peut être artistique. Donc, ça prend de l'équipement, ça prend de l'espace et on veut vraiment créer un petit moment de cocooning, enrobage dans la bibliothèque avec papa, maman et avec les livres autour de soi. Donc en fait, c'est simple, juste à consulter sur becancour.net la programmation. On a la chance de pouvoir accueillir une heure du conte à chaque saison dans chacune des bibliothèques des secteurs de la ville de Bécancour. Donc, on a une douzaine de contes dans l'ensemble d'une année. Il suffit quand même de s'inscrire, bien que ce soit gratuit, mais de nommer la présence. Et ensuite, c'est simple, c'est un petit moment de bonheur qui est à vivre et à partager. Ça fait aussi une belle cohésion sociale, encore une fois, autour du livre. C'est un beau prétexte pour s'initier, développer le goût de la lecture. Et Madame Estelle, on doit aussi mentionner, un collaborateur très important. Oui, un partenaire absolument essentiel et indispensable dans l'aventure, qui est la MRC de Bécancour, en collaboration elle-même avec le ministère de la Culture dans le cadre de l'entente de développement culturel et qui permet donc de financer cette série de contes dans l'ensemble de nos bibliothèques sur le territoire de la MRC. On doit absolument souligner la part de nos bénévoles. Oui, puis je vais parler de notre concept ici à Bécancour, mais je pense que c'est à peu près le même qui se reproduit dans les autres bibliothèques. Nous, dans les secteurs, donc en dehors du cadre de la bibliothèque centrale ici même, ce sont des équipes de bénévoles qui opèrent le service de prêt de retour, qui fait le contact avec les usagers et elles s'impliquent également dans l'accueil des familles les jours où on a une heure du conte dans leur bibliothèque. Donc c'est important parce que on parle aussi de créer un contact, de créer un lien et ça passe par l'ensemble du personnel de la bibliothèque, dont nos équipes de bénévoles. Madame Estelle, merci à tous ces collaborateurs, en fait, que ce soit bénévoles ou que ce soit financiers, de faire briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. C'est précieux, cet héritage qu'on peut laisser à nos enfants. Tout à fait. Merci à vous aussi, Mandoline, puisque vous êtes notre fidèle conteuse depuis plusieurs années. Vous avez aussi ce dynamisme, cette belle étoile qui brille dans chacun de vos yeux. Et c'est grâce à vous aussi que les enfants ont du bonheur, ont du plaisir à venir à la bibliothèque chaque fois écouter un conte. Je peux vous assurer que c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Avec plaisir, Mandoline.
Alors, je suis en compagnie de Mandoline aujourd'hui. Bonjour, Mandoline. Mais un beau bonjour. Ça ressemble à quoi une activité? En fait, le déroulement d'une activité à la bibliothèque. On accueille les familles, la fratrie souvent, même si on mise la clientèle de 0 à 5 ans. Le parent arrive, on a toujours 2 petites chansons pour enclencher l'activité, donc ça apporte vraiment le bonheur au départ. Ensuite, on a le déclencheur du thème. Avec soit un objet ou seulement la page couverture que je présente du livre. Et ensuite, c'est l'heure de l'histoire pour enfin terminer par une activité ou un bricolage. Ce qui fait au total 1 heure de présence à la bibliothèque. À quoi les familles peuvent s'attendre comme expérience? Créer le plaisir avec les livres, de susciter le goût à la lecture. Et ensuite, c'est vraiment une rencontre exclusive où le parent accompagne l'enfant dans l'activité, soit seulement au moment de l'histoire, va pouvoir interagir aussi durant l'heure du conte. C'est vraiment une expérience familiale. Dans tes interventions, quels sont les objectifs d'apprentissage? On parle de la sphère cognitive. Alors, on sait très bien que avec les livres, on peut toucher vraiment le vocabulaire, on touche vraiment la créativité, on peut parler de langage également, on peut parler de motricité. Alors, on touche à plusieurs sphères à travers l'histoire, mais à travers toutes les activités connexes. Alors, c'est vraiment ce qu'on vise et on sait très bien que l'enfant va traverser le voyage des émotions à travers les personnages qu'il puisse rencontrer dans l'histoire. Alors, c'est vraiment très complet quand on raconte une histoire avec les enfants. Et évidemment, je trouve que ce qui est intéressant aussi quand les familles sont présentes, c'est que ça devient un modèle aussi pour eux. Quand ils arrivent à la maison, ils peuvent vraiment aussi revisiter, en fait, leurs moments qu'ils ont vécu à la bibliothèque. Alors, ça peut être inspirant. À quoi on peut s'attendre pour la prochaine année? La prochaine année, écoute, il y a vraiment présentement une bonification pour l'heure du conte. On est en train de concevoir un passeport du lecteur pour vraiment motiver les enfants à lire de plus en plus, même à la maison, hein, pas juste justement au moment où on vient rencontrer Mandoline dans la bibliothèque. Et on est en train aussi de regarder pour des auteurs, inviter des auteurs, comment ils se sont inspirés pour créer leur propre histoire. Et le but aussi de faire vivre justement cette expérience avec la jeune clientèle qui puisse vraiment eux aussi peut-être créer une petite histoire bien à eux. Alors, c'est notre prochaine année. On est vraiment en train de travailler sur ce beau projet-là. Alors, 2026 promet à l'heure du compte. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce bulletin de la semaine du 2 février à Télécœur. N'hésitez pas en attendant la prochaine semaine à me contacter pour m'envoyer vos idées, suggestions ou commentaires. Donc, on est vraiment ouvert à plein d'idées d'émissions et de reportages. C'est une télé pour vous, une télé qui vous ressemble et qui parle de vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse courriel suivante, nouvelles@télécœur.tv. Il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.